je voudrais saluer virtuellement tous les auditeurs ou les spectateurs qui ont marqué leur intérêt pour ce sujet. Je crois même avoir remarqué que nous avions au moins un auditeur spectateur outre-Atlantique, ce qui montre l'étendue et la portée de ces mardis de la mer. Il faut que je lance. Voilà. Alors, 300 ans d'hydrographie française, parce que comme vous avez bien voulu le rappeler, nous fêterons en novembre prochain les 3 siècles d'existence de ce qui est devenu le service hydrographique et océanographique de la marine. En 2 mots, qu'est-ce que l'hydrographie d'abord? L'hydrographie, de manière très schématique, on peut dire que c'est décrire la mer, décrire l'environnement physique marin. L'aspect le plus connu, c'est sans doute les cartes marines que nous connaissons tous, mais nous verrons dans la deuxième partie de mon exposé que ça prend maintenant bien d'autres formes. Les points sur lesquels que je vais essayer de développer dans cette petite heure, c'est d'abord un angle technique, parce que décrire la mer, faire des cartes marines ou d'autres choses, comme je le disais, c'est une affaire de mesure, de calcul, et ça repose sur des techniques et des technologies. Et je crois un des angles intéressants pour se pencher sur ces 3 siècles d'hydrographie, c'est de voir comment les techniques ont évolué. Après, pendant toute cette durée, et ça va de pair avec le développement des techniques, on verra qu'il y a aussi une évolution des besoins de la finalité de l'hydrographie, de ce à quoi ça sert. Parce que bien entendu, en 3 siècles, le monde maritime a connu un développement extraordinaire, tant sur le plan des usages de la mer et du volume d'activité qui s'y déroule. Et puis, bon, puisque on parle bien d'hydrographie française, ça sera l'occasion d'évoquer le rôle que la France, l'hydrographie française, a joué dans tous ces développements. C'est un sujet très vaste. Hein. Et avant de rentrer dans le sujet, je voudrais citer quelques sources et remercier quelques auteurs auprès desquels je suis retourné pour construire ou compléter ma présentation. Je pense en particulier à Olivier Chapuis, Nathan Godet, auteur il y a quelque temps d'un remarquable mémoire sur l'hydrographie à l'âge de l'époque coloniale, Pierre Juel, un ancien de l'Ifremer, auteur d'une remarquable histoire de l'acoustique sous-marine, Vincent Guiguenot, que sans doute un certain nombre d'entre vous connaissent. Et je me suis aussi inspiré des travaux du regretté Michel Le Gouic. Alors l'hydrographie, c'est d'abord pour naviguer. Et l'usage de la mer, pendant longtemps, ça a été naviguer. Ça a été pêcher aussi. Mais les pêcheurs n'ont pas vraiment besoin de carte marine. Bon. Et donc, l'histoire de l'hydrographie est très liée à l'histoire de la navigation. Pendant longtemps, la navigation a été côtière. Et cette navigation côtière, elle se satisfaisait de descriptifs des côtes. On appelait ça, c'était les périples dans l'Antiquité, les routiers de la mer au Moyen-Âge, qui sont un peu l'équivalent de nos modernes instructions nautiques ou des pilotes côtiers que peuvent connaître les plaisanciers. C'est à partir du moment où, avec l'essor de la navigation hauturière, c'est à partir de ce moment-là qu'il a fallu développer, généraliser l'usage de cartes spécifiques pour la navigation. Donc, avant la période qui nous intéresse, et c'est l'illustration qu'on voit à gauche, se développait déjà un certain nombre de cartes marines. À gauche, vous voyez
les approches de la baie de Quiberon, faisant partie d'un ensemble remarquable de cartes marines développées à la fin du XVIIe siècle et qu'on a appelé le Neptune français. Ceci étant, avec le développement des explorations, des grandes campagnes de découverte autour du globe et le développement du commerce maritime, l'État, en France, a jugé nécessaire de créer un établissement ou un centre qui permettrait de rassembler l'ensemble des informations collectées par les différents navires, et en particulier les navires du roi, de manière à partir de ces informations, établir les meilleures cartes et les meilleurs documents permettant d'assurer la navigation. Et c'est l'objet d'une décision du Conseil de la Marine, qui figure au milieu de la planche que vous avez sous les yeux, prise le 19 novembre 2020, hein, donc nous ne sommes pas encore tout à fait aux 300 ans, et qui décide la création d'un dépôt des cartes, journaux et plans de la marine pour justement recenser l'ensemble de ces informations et à partir d'elles établir des documents et des cartes marines. Et ça sera chose faite à partir de quelques années plus tard avec la publication déjà de premiers recueils de cartes marines, utilisant à la fois donc les informations recueillies par les navires de la marine royale, mais aussi s'inspirant des travaux faits à l'étranger. L'établissement de ces documents, de ces cartes, en fait, posait deux grandes questions. Parce qu'il y a deux sujets qui, sur le plan technique, sont fondamentaux pour établir ces cartes. C'est la localisation, le positionnement, savoir où on est, et puis d'avoir la capacité de mesurer la profondeur. Alors, savoir où on est. En mer, beaucoup de navigateurs continuent à utiliser l'estime. L'estime, c'est estimer à partir de la vitesse de son bateau et du cap de son navire, estimer la route que l'on a fait, donc l'endroit où l'on est. Et cette estime, elle était facilitée en Europe depuis la fin du XIIIe siècle avec l'introduction du compas Bonucci. Il y avait une navigation plus savante et qui a servi pendant toute la période du grand essor maritime à partir de la Renaissance, et en particulier au XVIIIe siècle, c'est la navigation astronomique, permise elle-même par la révolution copernicienne, qui a permis de situer les astres à leur bonne place. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces techniques, mais elles ont été absolument fondamentales et se sont perfectionnées tant par la qualité des instruments que par les méthodes de calcul tout au long de la période qui va de la fin du XVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, à l'époque qui nous intéresse, la création du dépôt des cartes marines et plans de la marine. Ce qui a été très difficile pendant longtemps, jusqu'à la deuxième partie du XVIIIe siècle, c'était de calculer la longitude. En mer. Et pour ce faire, il était nécessaire de disposer de très bonnes horloges ou d'avoir une connaissance très précise de l'heure, ce qui a été une chose très difficile parce que les horloges mécaniques, vous savez, se dérèglent, prennent ce qu'on appelle une marche, et il a fallu attendre les travaux de Harrison au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, et de Berthoud en France pour disposer de chronomètres dits de marine suffisamment précis pour pouvoir compléter les observations des astres de manière à disposer non seulement d'un calcul de latitude, mais aussi d'un calcul de longitude. Pour les travaux de relevé en mer, pour lesquels en particulier le long des côtes, il est besoin de se positionner en continu, les hydrographes, les cartographes ont utilisé aussi pendant très longtemps des méthodes optiques en faisant des relevés angulaires sur les points remarquables de la côte à partir d'un instrument qui est représenté en haut à droite de cette planche,
qu'on appelle le cercle hydrographique. Là, vous avez une représentation d'un cercle du tout début du 19e siècle, et qui permet donc à différents opérateurs dans une vedette, dans un bateau effectuant les relevés cartographiques, de prendre des angles sur la côte permettant de se positionner. C'est une technique donc, qui a été complètement mise au point fin du XVIIIe siècle et début du XIXe siècle, je dirais par qui tout à l'heure, et dont l'usage en fait s'est maintenu encore pendant de nombreuses décennies, comme on peut le voir sur les deux photographies, l'une d'avant-guerre et l'autre d'après-guerre, qui montrent encore l'usage de cercles hydrographiques pour des relevés de type de cartographie marine, d'hydrographie. Si vous voulez en savoir plus sur la manière dont ces techniques étaient employées, je vous renvoie à une excellente vidéo qui a été réalisée il y a quelque temps par une collaboration entre le CHOM, l'Amicale des hydrographes, l'Hermione et le CPAD, et qui vous montrera par une reconstitution tout à fait fidèle comment toutes ces techniques étaient employées au début du 19e siècle. Et avec ça, on faisait des choses tout à fait bien. Là, je prends un exemple qui est un relevé effectué par les officiers de Latouche-Tréville pendant son voyage en Amérique avec l'Hermione, et que l'on peut confronter avec ce que vous avez à droite, c'est la carte américaine actuelle, hein, du même endroit. Et donc, on voit avec l'ensemble de ces techniques dites optiques, les cartographes étaient capables de faire des choses tout à fait intéressantes. La difficulté, c'est que ce sont des techniques qui sont quand même assez longues, qui nécessitent des calculs assez fastidieux et qui, en plus, supposent d'avoir des repères sur la côte. Et dès qu'on s'éloigne des côtes, elles deviennent beaucoup plus compliquées à employer. Et là, l'évolution des technologies au XXe siècle, ça a été l'utilisation des ondes radio, hein, des ondes électromagnétiques, et qui, en un petit nombre de décennies, ont permis de passer, dans un premier temps, de systèmes de positionnement radioélectrique utilisant des balises situées à terre, c'est ce que vous avez à gauche, à ce qui a complètement transformé toutes les techniques d'hydrographie et de cartographie marine, et pas simplement pour les navigateurs, mais aussi pour les hydrographes, qui est la navigation par satellite, avec des systèmes comme le GPS, le système européen, les systèmes européens Galileo. Et ça a permis d'alléger considérablement toute l'infrastructure technique nécessaire pour mettre en place des relevés hydrographiques. Je reviens à notre époque, fin 18e, début du 19e. C'était vraiment une époque de très grands voyages d'exploration. Et on peut considérer qu'il y a toute une première grande période du XVIIIe siècle qui se termine en une sorte d'apothéose pour ce qui concerne l'hydrographie par le voyage de d'Entrecasteaux, qui, vraiment à la toute fin du XVIIIe siècle, part à la recherche de la Pérouse et a la bonne idée d'embarquer à son bord Beautemps-Beaupré, qui est à l'époque adjoint au directeur du dépôt des cartes et plans et journaux de la marine, qui figure dans la petite vignette à droite, et qui va révolutionner par notamment ses méthodes de calcul, sa méthodologie d'utilisation des moyens optiques que je vous présentais tout à l'heure, révolutionner la manière de prendre les positions et de faire les relevés, hydrographiques en y apportant une précision qui était tout à fait remarquable pour l'époque et qui a inspiré
l'ensemble des marines ou des pays qui se sont dotés par la suite de services hydrographiques. Le travail de Beautemps-Beaupré, outre le côté remarquable des techniques et des méthodes qu'il a mises au point, présente aussi un caractère remarquable par la durée de son application, puisqu'il est, euh, euh, rentré au service en 1783, il y est resté jusqu'au-delà de 1845. Ce qui lui a permis d'entreprendre une œuvre prométhéenne, gigantesque, de cartographie complète des côtes de France, des côtes occidentales de la France. Donc vous avez ici deux exemples avec l'estuaire de la Gironde et les approches de Brest que vous pouvez, ce qui vous permet d'apprécier à la fois la justesse et la finesse du travail rassemblé dans un grand ouvrage qui est le Pilote français. Je dois dire aussi même que les travaux de Beautemps-Beaupré se sont étendus au-delà de la France telle que nous la connaissons actuelle, puisque œuvrant aussi sous l'Empire, il a été amené à travailler de la Hollande jusqu'à la Dalmatie pendant une certaine période de temps. Vous avez deux bustes qui figurent en haut à droite. C'est pour me rappeler qu'au même moment, là on est dans les années, si vous voulez, 1815, 1820, au même moment où se développe cette extraordinaire cartographie des côtes de France, on réfléchit, on établit les plans et on entreprend la construction de tout un réseau de phares qui vont éclairer les côtes de France et, combiné avec ces cartes marines, améliorer sensiblement la sécurité de la navigation. Alors, ces premiers plans, il y a un rapport célèbre de la commission des phares à laquelle participaient, ce sont les deux bustes, Beautemps-Beaupré, dont je viens de parler longuement, et Augustin Fresnel, l'inventeur des lentilles de Fresnel, qui a rendu possible la construction des grands phares de première catégorie que nous avons toujours. Et leur premier rapport date de 1825, et c'est à partir de ça que tout au long du XIXe siècle s'est construit la remarquable infrastructure de phares qui illuminent nos côtes. Alors, outre les côtes de France, le XIXe siècle n'a pas abandonné les grands voyages d'exploration, et puisque entre les années 1800 et 1840, c'est pas 1815-1845, c'est plus de 11 grands voyages qui sont organisés par la marine française autour du globe, avec des buts scientifiques et des buts qui commençaient à devenir de plus en plus économiques, voire d'intérêt, de protection des intérêts nationaux. Et bien sûr, ces voyages s'accompagnent sont de travaux hydrographiques qui sont accomplis par des ingénieurs hydrographes qui embarquent à bord de ces navires et qui produisent, en appliquant les méthodes développées par Beautemps-Beaupré, et qui produisent des relevés hydrographiques tout à fait remarquables. Peut-être un des plus célèbres de ces ingénieurs est Vincent Don Dumoulin, qui a accompagné Dumont-d'Urville, en particulier à bord de son voyage avec l'Astrolabe et la Zélée. Mais il y en a bien d'autres que l'on pourrait citer. Parce que les dessins et la photo qui sont à droite de ce plan de Maupiti, c'est une facette qui peut paraître pas très naturelle du travail des ingénieurs hydrographes. Je vous indiquais tout à l'heure que les méthodes de calcul du point reposent sur l'utilisation de signaux de points remarquables à terre. Sur les côtes de métropole, on les trouve assez facilement avec les clochers des maisons remarquables. Outre-mer, c'est plus difficile. Et un des premiers travaux des ingénieurs hydrographes, quand ils veulent cartographier un îlot ou une nouvelle île outre-mer, enfin,
à l'époque, c'était d'installer des signaux et donc de grimper sur les mornes, sur les collines, de manière à installer les repères qui permettraient ensuite de faire les visées permettant de calculer les points des stations hydrographiques. Et ce sont des techniques qui ont duré tout le 19e siècle, hein, comme le montre le dessin de Saïb dans la partie supérieure, mais qui ont continué à être utilisées pendant toute la première moitié du XXe siècle, lorsque les systèmes radioélectriques n'étaient pas encore complètement disponibles. Et donc, il y a eu pendant un héritage assez important de toutes ces techniques. La deuxième grande question, je vous l'évoquais, c'est celle de la profondeur. La profondeur en mer, c'est quand même plus compliqué que de mesurer les profondeurs sur la Terre. Sur la Terre, il suffit de faire un peu de triangulation, des visées avec des instruments optiques particuliers, et on arrive à déterminer la hauteur des plus hautes montagnes sans même y aller. C'est comme ça qu'on a mesuré la hauteur de l'Everest. On n'est pas allé sur l'Everest pour mesurer sa hauteur. Du moins, les premiers calculs ont été faits sans qu'on ait besoin d'y aller. En mer, c'est complètement différent. En mer, si vous n'y allez pas, vous ne pouvez pas mesurer. Donc ça, c'est déjà une première difficulté. Et puis, pendant très longtemps, et ça reste une technique qu'on peut utiliser quand on navigue à la plaisance, par exemple, la méthode pour mesurer la profondeur, c'est le plomb de sonde. Là aussi, il y a un petit dessin de Saïb sur la gauche de cette planche, qui montre et puis qui fait toucher du doigt ce que peuvent être les limites de la technique. Alors, tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle, se sont développés différents outils permettant de compléter l'information de profondeur donnée par le plomb de sonde par des prélèvements des fonds, de la nature des fonds. Parce que, bien entendu, assez rapidement, on s'est intéressé pas simplement à la profondeur, mais d'abord à la nature superficielle du fond, ne serait-ce que pour savoir si les fonds permettaient d'offrir des mouillages sûrs, donc avec une bonne tenue d'encre, mais aussi pour des raisons scientifiques ou d'autres raisons que j'indiquerai tout à l'heure. Donc il y a eu tout un florilège d'inventions, une sorte de concours Lépine de différents outils permettant, mais toujours sur le principe du plomb de sonde, de récolter des échantillons du fond. Une difficulté, c'est les grands fonds. Pendant très longtemps, les grands fonds, c'est-à-dire au-delà des profondeurs accessibles au mouillage d'un grand bâtiment à voile, pendant très longtemps, ces grands fonds étaient plus l'objet, je dirais, de supputations scientifiques que de problématiques pratiques. Au XIXe siècle, avec le développement de la télégraphie sans fil, est apparue, et ça c'est dès le milieu du XIXe siècle, la question du raccordement des continents par des câbles télégraphiques, du raccordement entre les continents par des câbles télégraphiques. Et la première difficulté auxquelles se sont confrontés on s'est confronté pour développer cette technique de communication, c'est la connaissance de la profondeur et du relief sous-marin. Et donc, il a fallu, là aussi, toujours sur le principe du plomb de sonde, mais appliqué à de très grandes profondeurs, à plusieurs milliers de mètres, il a fallu développer des instruments mécaniques, parfois complexes, toujours très difficiles à mettre en œuvre, et pas extrêmement rapides, parce que vous imaginez bien que dévider un câble d'acier sur 2000, 3000, 4000 mètres, c'est extrêmement long. Donc, opération difficile, complexe, pas toujours très précise et pouvant sujet à de nombreuses erreurs. Bon, mais ce sont des choses qui se sont développées. Et à partir de ces premiers sondages, on a commencé à se faire une idée de ce qu'était la morphologie des grands bassins océaniques. Bien sûr, c'est une idée dont on voit qu'elles, pendant longtemps, elles ont eu un caractère assez approximatif. Là, je vous ai mis sur la gauche là,
la première carte de synthèse établie par le très célèbre océanographe, hydrographe Matthew Fontaine-Maury au milieu du XIXe siècle. Matthew Maury était un officier de la marine américaine, bon, avec une histoire très, très mouvementée, mais avec énormément d'implications dans différents sujets maritimes, météorologie maritime, hydrographie, océanographie. Bon, sur cette synthèse, qui reprend les quelques sondages par grand fond dont on pouvait disposer, hein, vous voyez quelques petites écritures au milieu du bassin océanique, ben, on sent que la présence de la grande dorsale qui structure le relief, hein, sur tout le long du bassin atlantique, est vraiment très peu esquissée et à peine perçue. C'est tout juste si on sent qu'il y a un prolongement au sud de l'Islande. 20 ans plus tard, suite à une très grande expédition océanographique, hydrographique, aussi bien physique que biologique, qui est l'expédition du Challenger, qui marque vraiment le point de départ des grandes expéditions à vocation océanographique au XIXe siècle. On a pu disposer d'un certain nombre de nouveaux sondages, toujours exécutés avec les techniques que je vous indiquais, c'est-à-dire finalement le plomb de sonde, mais transposé à l'échelle de 3000, 4000 mètres de profondeur. On a pu disposer d'une vision qui commençait à s'affiner et on commence à deviner cette grande ride médio-océanique qui occupe le milieu de l'océan Atlantique. Donc des techniques complexes qui ne peuvent être mises en œuvre que dans le cadre d'expéditions assez coûteuses. Et on voit bien sur l'expédition du Challenger a duré 3 ans. Alors, elle n'a pas concerné que l'Atlantique, mais enfin on voit que les données recueillies sur l'Atlantique pour ce qui concerne la profondeur sont quand même en nombre assez limité. La solution, elle allait venir de l'acoustique. Et c'est maintenant la technique qui est la plus utilisée pour mesurer la profondeur. Alors pourquoi l'acoustique? Parce qu'on s'est rendu compte, on le savait depuis longtemps, que le son se propage très bien dans l'eau. Et on avait même pu, au début du 19e siècle, c'est ce qu'on voit à gauche, à partir d'expériences menées sur le lac Léman, on avait même pu mesurer la vitesse de propagation du son. Et à partir du moment où on sait à quelle vitesse le son se propage dans l'eau, on est capable, en mesurant le temps de trajet mis par le son à partir d'un son émis en surface, de sa réflexion sur le fond et de son retour en surface, on est capable d'en déduire la profondeur. C'est des techniques donc, que l'on a commencé à mettre en application dès le début du 19e siècle. Alors, au début, pour produire le son, on utilisait des techniques qui seraient maintenant qui était en gros d'utiliser une charge explosive. On fait exploser quelque chose à la surface de l'eau et avec des hydrophones qui peuvent être installés au bas de la coque du navire, c'est ce qu'on voit sur l'image centrale, on peut récupérer le temps le son retour et avec tout un ensemble de machinerie mécanique un peu compliquée, arriver à enregistrer le temps de retour et en déduire la profondeur. C'est des techniques qui ont été utilisées, cette technique acoustique à partir d'explosions ou ont été utilisées pendant très longtemps, jusque dans les années 20. Le commandant Charcot, lui, utilisait comme source sonore un fusil Lebel de la Grande Guerre pour produire son impulsion sonore. Ces techniques, en fait, pour vraiment acquérir leur maturité et devenir complètement opérationnelles, il a fallu attendre le développement du sondage par ultrasons. Et en particulier, grâce à la découverte et à l'application de la piézoélectricité par Langevin, qui a permis le développement de sondeurs pratiques permettant d'enregistrer les profondeurs et de sonder en continu sur le trajet des navires. Et donc ça, c'est des choses qui se sont développées à partir des années 20. Ce que l'on voit dans la partie supérieure droite, c'est un des premiers grands profils transatlantiques réalisés par un navire, le Stuart en l'occurrence,
et qui, grâce à l'utilisation d'un sondeur ultrasonore, a pu bien mettre en évidence en particulier la ride médio-atlantique et le rift qui partagent cette ride en deux. Et ce sont aussi, grâce à ce genre de technique, qu'on a pu commencer à faire des recherches d'épaves. Et ce que vous avez sur l'enregistrement en bas au centre de cette planche, c'est la première détection d'épave que l'on ait faite. C'est le Lusitania, comme vous savez, coulé en 1917, et détecté par le sondeur ultrasonore de l'Orphie. Voilà, et c'est à partir de ce moment-là donc que se sont développés, et c'est sur les bases de cette technique que maintenant les hydrographes et les cartographes réalisent les mesures de profondeur, avec une amélioration extrêmement importante qui s'est développée à partir des années 60. Ce que je vous présentais sur la planche précédente, en particulier le profil du Stewart, illustrait bien que la mesure de profondeur était faite sous le navire, à l'aplomb du bâtiment sondeur. À partir des années 60, en utilisant des techniques, ce qu'on appelle des techniques de formation de voie, qui sont bien connues des sonaristes, on a pu faire des sondeurs à tirer dans les coins, c'est-à-dire des sondeurs à plusieurs faisceaux sonores, et qui, rassemblés, forment tout un éventail et permettent de balayer le fond et d'en obtenir ainsi une vision beaucoup plus complète et beaucoup plus exhaustive. Pour vous montrer un exemple, pour vous montrer ce que ça apporte par rapport aux techniques de sondage classiques dont on disposait avant, vous avez au centre de cette planche une épave couchée sur un fond de sable. C'est aussi une image acoustique, mais enfin prise par un autre procédé. Et ce que vous avez en haut à droite, c'est finalement la vue en plan avec un code couleur pour les profondeurs, ce que l'on arrive à détecter quand on emploie un sondeur classique, c'est-à-dire un sondeur qui ne vise et qui ne voit ou qui n'entend exactement qu'à la verticale du navire. Et sur l'image inférieure, en bas à droite, là, vous avez par contre la vue complète telle qu'on peut la construire à partir des données d'un sondeur multifaisceau. Donc, révolution qui a commencé à s'introduire à partir des années 60 et qui a vraiment pris toute son ampleur dans le monde des relevés hydrographiques, je dirais à partir tournant des années 80-90. Et maintenant, la totalité des hydrographes, quel que soit, utilisent ce type de sondeur qui continue à progresser en matière de résolution, de portée et de qualité de données. C'est intéressant d'ailleurs, je vous donne une comparaison entre un sondage fait justement avec un sondeur multifaisceau. Alors là, c'est un sondeur multifaisceau utilisé en milieu fluvial, puisque c'est l'ESCO qui est représenté sur cette double planche. Et donc, en bas, c'est un sondage multifaisceau fait récemment par des hydrographes belges, et qui se sont amusés à le comparer avec un levé qui avait été fait sous l'Empire de la même zone par Beautemps-Beaupré, justement. Donc, vous avez donc là, vous permet de comparer, au moins vous pouvez le voir sur la justesse du tracé, mais vous pourriez également voir les comparaisons seraient intéressantes à faire aussi sur les profondeurs, notamment pour comparer la manière dont les chenaux de navigation ont pu varier. Donc, comparaison entre un levé sondeur multifaisceau moderne fait il y a quelques mois, et le levé fait plus de 2 siècles auparavant par Beautemps-Beaupré. J'indiquais qu'un des éléments déterminants dans l'évolution de l'hydrographie, c'est l'évolution des usages de la mer. On navigue plus, la navigation au XXIe siècle n'est pas la navigation du XVIIIe siècle, comme l'illustre ce porte-container qui a été pas très longtemps le plus gros porte-container
du monde. Et cette navigation, elle a apporté de nouvelles exigences en matière de profondeur et en matière de précision. Et ça a amené bien évidemment l'hydrographie, la cartographie marine à s'adapter à ces nouveaux besoins. Une adaptation majeure, hein, et qui était absolument indispensable et qui a été entreprise à partir de la fin des années 80, qui est le développement de la cartographie électronique. Là, vous avez, c'est sur la pointe sud de la Grande Terre de Nouvelle-Calédonie, eh bien, une comparaison entre, enfin pas une comparaison, enfin la double cartographie que maintenant font maintenant beaucoup de services, la plupart des services hydrographiques, qui est de produire leurs cartes en papier et sous forme de carte électronique. La carte électronique apportant au navigateur à la fois un confort d'utilisation parce qu'elle peut être couplée avec ses systèmes de navigation par satellite, avec son GPS, elle peut être couplée avec ses images radar, et elle offre aussi un très grand intérêt en matière de sécurité, puisqu'elle peut être mise à jour presque en continu, simplement en recevant par des moyens de télécommunication les corrections ou les mises à jour qui se font automatiquement sur la carte électronique, sans qu'il soit besoin, comme on le faisait avant, d'avoir à corriger à la main sa carte papier. Ça, c'est maintenant, ces cartes électroniques sont des choses qui sont maintenant complètement établies. On peut considérer que vraiment l'essentiel des zones de navigation, des côtes sont couvertes par des cartes électroniques, même s'il reste encore parfois certains continents dont la cartographie mériterait d'être améliorée. Mais c'est quelque chose qui s'est énormément développé sur ces 20 dernières années et qui va continuer à évoluer. On pouvait le deviner en regardant le gigantisme, enfin en considérant le gigantisme du porte-container que je présentais tout à l'heure. Le gigantisme de ces navires amène dans certaines phases de navigation, en particulier dans les approches portuaires ou dans des endroits serrés, amène à avoir besoin d'une connaissance et d'une représentation extrêmement fine de la zone de navigation et notamment des fonds marins. Se développe maintenant toute une navigation de précision, mais qui nécessite une hydrographie de précision avec des représentations tridimensionnelles des fonds, permettant au capitaine du navire et aux pilotes de positionner et de monter les manœuvres de ces très très grands navires de la manière la plus sûre et la plus efficace possible. Alors, une des difficultés de cette hydrographie de précision, c'est que les fonds marins bougent, notamment ceux qui sont couverts de sédiments meubles, comme des dunes de sable, qui sont représentées ici en vue un peu tridimensionnelle, avec un code de couleur. Plus c'est bleu, plus c'est profond, et plus c'est rouge, moins c'est profond. Ce que l'on a représenté ici, ce sont deux dunes de sable, comme on en trouve toute une série dans le Pas-de-Calais. Ce sont des dunes de sable qui peuvent monter à une grande hauteur au-dessus du fond, hein, et qui dans le sommet, finit par ne pas être très très loin des quilles des très très grands navires qui franchissent quotidiennement le Pas-de-Calais. D'où le besoin de les positionner avec exactitude et de donner leur dimension, de coter leur profondeur avec une grande précision. Et donc la difficulté, on se rend compte, alors on le sait depuis longtemps, hein, que ces structures bougent. Et la comparaison à 7 ans d'écart, on voit des déplacements de plusieurs centaines de mètres de ces bancs, ce qui oblige les services hydrographiques qui interviennent dans le Pas-de-Calais, dans les approches en mer du Nord, hein, à savoir les services hydrographiques belges, britanniques et français, à conduire des levées régulièrement pour actualiser la connaissance. Puisque j'ai parlé de précision, il y a un élément dont je n'ai absolument pas parlé quand en parlant de mesure de profondeur, c'est
la marée, parce que non seulement, comme je viens de dire, les fonds bougent, mais surtout la surface de l'eau bouge, elle monte et elle descend. Pendant longtemps, la technique de mesure, c'est ce qu'on voit à la fois sur la photo et ce qui est représenté à droite, c'est l'échelle de marée. On installe une échelle et puis un observateur attentif et rigoureux note régulièrement la hauteur d'eau. Alors, heureusement, ces techniques, depuis, on a quand même progressé dans les techniques, et en particulier, pour revenir vers le 19e siècle, au sein du dépôt des cartes et plans de la marine, des ingénieurs hydrographes se sont attaqués à la question à la fois de l'observation de la marée et de la prédiction de la marée. Un ingénieur hydrographe tout à fait célèbre dans ce domaine, qui est l'ingénieur Chazalon, qui a développé, mis au point ce que l'on appelle un marégraphe enregistreur, c'est-à-dire finalement un système qui, avec un flotteur, est relié par une mécanique avec un tambour enregistreur, permet de recueillir sous forme graphique les évolutions de la marée au cours du temps. Donc ça a été quelque chose aussi de très, très déterminant pour l'observation de la marée. Et ce sont des techniques et des technologies qu'on a utilisées encore avec des matériels modernisés, électrifiés, etc., qu'on a utilisé très très longtemps jusqu'à la fin du XXe siècle. L'autre élément, c'était la prédiction de marée. Les bases théoriques et scientifiques de la marée avaient été très bien établies, bon, déjà premièrement avec la bonne interprétation par Newton, et une première grande théorie de la marée permettant d'effectuer des calculs a été établie par Laplace à la toute fin du XIXe siècle. Et sur la base de cette théorie, sur la base des observations que l'on pouvait recueillir, l'ingénieur Chazalon a développé, mis au point, le premier annuaire régulier de marée, puisque la première année pour laquelle on dispose d'un annuaire de marée complet est 1839. L'observation de la marée en France, elle bénéficie d'une antériorité tout à fait remarquable, puisque dès la fin du XVIIe siècle, il avait été noté l'intérêt qu'il y avait à recueillir des observations. Et à Brest, on peut dire que l'on a 300 ans d'observation de marée, avec, comme vous le voyez, certaines discontinuités. Mais disons que depuis le premier tiers du XIXe siècle, on a pratiquement une très grande continuité des observations de marée à Brest, ce qui fournit d'ailleurs des éléments extrêmement précieux pour documenter les évolutions du niveau de la mer, du niveau moyen des mers. Alors la marée, bien sûr, on continue à l'observer. On continue à l'observer, pourquoi? Parce que d'abord, ça permet, dans certains cas, d'améliorer les prédictions de marée, les annuaires de marée. Ça permet aussi, ça c'est un sujet qui va probablement occuper les hydrographes dans les décennies à venir, de suivre les évolutions du niveau moyen des mers et de voir aussi dans quelle mesure l'élévation du niveau de la mer peut éventuellement modifier la forme des marées dans certains endroits. Et puis ça permet aussi de détecter ce que l'on appelle les surcotes, c'est-à-dire les élévations du niveau de la mer qui viennent au-dessus de la marée et qui peuvent occasionner des inondations sur la côte. Alors pour ces observations, le CHOM, le Service hydrographique de la marine, entretient un réseau d'une cinquantaine de mémoires de marégraphes, ces instruments qui enregistrent le niveau de la mer.
Alors maintenant, ce ne sont plus des marégraphes à flotteurs, hein, ce sont des marégraphes qui utilisent des techniques radar, hein, qui mesurent la hauteur d'eau à partir de radar et qui ont en plus, pour un grand nombre d'entre eux, la capacité à transmettre en temps réel leurs informations au CHOM et au-delà du CHOM à tout utilisateur de ces données, puisque ce sont des données qui sont accessibles en temps quasi réel sur un site internet dont l'adresse est donnée sur cette planche. Et donc, il y a de ces marégraphes, on en trouve en métropole, outre-mer et même dans certains pays étrangers. Alors, une des applications hein, de ces observations du niveau de la mer, c'est d'alimenter, j'ai parlé un peu des surcotes ou des surélévations, c'est le moment où le niveau de la mer va au-delà de la marée, hein, sous l'effet des tempêtes en particulier. Et bien justement, ces systèmes d'observation alimentent ce qu'on appelle le système vigilance vague submersion, hein, qui est opéré par Météo France et qui permet, vous êtes peut-être familier avec ces cartes de vigilance, qui permet d'alerter les populations riveraines de la probabilité ou la possibilité d'inondation marine. Et ça repose donc sur les observations qui sont faites par le CHOM, mais ainsi que sur des modèles de prévision de surélévation qui sont également établis par le CHOM. Bon, j'ai parlé de la navigation. Dans les usages maintenant qui se développent hein, sur l'usage de la mer, il y a la question de l'exploitation des ressources naturelles. Alors, je n'aborderai ici que la question des énergies marines renouvelables, qui est quand même un grand sujet d'actualité. Vous savez que le programme de développement des énergies marines renouvelables a été officialisé la semaine dernière dans un décret qui officialisait ce qu'on appelle la programmation, le plan de programmation énergétique de notre pays. Le développement de l'implantation de ces éoliennes suppose aussi d'avoir une connaissance très précise des conditions du milieu marin, que ce soit la profondeur, bien entendu, la nature des fonds. Il faut savoir si les substrats présentent les caractéristiques géotechniques qui permettent d'installer les éoliennes. Et ça permet aussi de faire le choix des types d'infrastructures que l'on utilise pour déployer ces éoliennes. Mais il faut aussi avoir des évaluations des courants, notamment si on s'intéresse à des énergies marines renouvelables de type hydrolienne. Et donc, ce sont des sujets sur lesquels les services géographiques, en particulier en France le CHOM, interviennent. Hein, il peut y avoir nécessité de faire des relevés particuliers adaptés aux problématiques du déploiement de ces champs ou de ces fermes éoliennes. Maintenant, je voudrais indiquer quand même, revenir sur quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, qui est que, en dépit de toutes ces techniques, et donc des moyens qui ont vraiment connu des développements extraordinaires hein, sur ces dernières décennies, en dépit d'efforts qui durent de manière continue depuis plusieurs siècles, parce que bien entendu, il n'y a pas que notre pays hein, qui a entrepris depuis plusieurs siècles de faire des relevés hydrographiques, de la cartographie marine, de l'étude des courants, des marées. Notre océan reste quand même encore assez largement un océan d'inconnus. Ce que vous avez sur cette carte, c'est les routes suivies par les bâtiments qui ont permis de recueillir des mesures de profondeur. Comme j'indiquais tout à l'heure, on ne peut pas recueillir une profondeur de l'océan si on n'y a pas été en bateau. Il faut qu'un bateau y aille. Alors, il y a des systèmes de collecte internationaux qui permettent de rassembler les informations collectées par tout le monde. Et quand on fait la synthèse, on se dit, il y a quand même beaucoup de blanc sur les zones maritimes. Alors, il y a bien entendu des zones côtières, en particulier l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie extrême orientale, qui peuvent être bien connues. Mais pour beaucoup d'autres espaces marins,
ils sont encore relativement vierges, ce qui peut donner lieu à de mauvaises surprises. Ça, c'est une photo qui est assez connue, qu'elle a maintenant, je pense, une petite dizaine d'années. Bon, un sous-marin américain qui a percuté une montagne sous-marine qui n'était absolument pas répertoriée sur les cartes marines. Et les géologues estiment qu'il reste encore plusieurs milliers de monts sous-marins dont on ne connaît pas l'existence. Donc, le fait que l'océan reste encore très largement inexploré est quand même un des grands sujets qui animent les différents instituts océanographiques, les services hydrographiques du monde entier pour voir comment est-ce qu'on pourrait avancer de manière significative dans la connaissance d'un certain nombre de zones. Puisque là, nous avons un sous-marin sous les yeux, c'est l'occasion pour moi de parler d'une utilisation du milieu marin qui est bien entendu devenue extrêmement importante, qui est l'utilisation à des fins militaires. Si j'en parle, c'est parce que le déploiement des moyens militaires, de surface ou sous-marins, nécessite une connaissance très précise et très approfondie du milieu marin. Là, je vais en donner un premier exemple qui est bien évidemment être capable d'assurer la sécurité de la navigation sous-marine, parce que la navigation sous-marine, qui effectivement a une particularité par rapport à la navigation de surface, c'est qu'elle a besoin de connaître les profondeurs de manière précise, jusqu'à une profondeur un peu plus importante que les navires de surface. C'est bien entendu des domaines dans lesquels le CHUM est amené à agir au profit de la Marine nationale. Il y a aussi des besoins de cartographie spécifiques quand on est amené à conduire ou à préparer des opérations amphibies. Voilà, donc ça c'est un exemple de débarquement pour lesquels il faut pouvoir disposer de relevés de plage extrêmement fins, beaucoup plus précis, beaucoup plus fins et actualisés que ceux dont on dispose sur les cartes marines traditionnelles. Et voilà, c'est aussi le genre de mission que les hydrographes du CHUM savent conduire au profit de la marine. Et puis, dernier exemple dans le domaine militaire, mais il y en aurait bien d'autres, mais qui est quelque chose aussi très important, qui est celui du rôle du milieu marin sur la détection acoustique sous-marine. Ce que représentent les schémas sur la gauche de la planche, c'est la manière dont le son se propage dans l'océan. Et en fait, le son ne se propage pas en ligne droite. Il est modulé, le trajet des rayons sonores est altéré par les variations de température et de salinité des masses d'eau, ce qui permet éventuellement aux sous-marins d'échapper au sonar des bâtiments de surface qui les recherchent. Et donc, pour maîtriser tous ces aspects et être capable là aussi de maîtriser ce jeu de chat et de la souris qu'est la lutte anti-sous-marine, il est nécessaire de développer une connaissance non seulement du fond des mers, mais également des masses d'eau, de leur température, de leur salinité. Et c'est aussi une activité dans laquelle le CHUM s'est engagé depuis plusieurs décennies, avec ici un exemple de modèles numériques, de même qu'il y a des modèles météorologiques qui font la météo de l'atmosphère, il y a des modèles océanographiques qui font la météo de l'océan et qui servent à construire le soutien aux forces sous-marines. Alors, les modèles, il faut toujours. Bon, là, vous avez, c'est un exemple justement de modèle tel qu'il peut fonctionner sur le golfe de Gascogne et sur la Manche. Alors, ces modèles, ils doivent être alimentés par des mesures. On ne fait pas de calcul si on n'a pas des observations. Et là, quelque chose qui illustre aussi le développement des technologies, c'est un système assez extraordinaire qui s'appelle le système Argo, qui est la combinaison de plusieurs milliers de flotteurs, tels qu'on peut les voir sur la partie basse de cette illustration,
qui sont des engins qui ont la capacité de plonger et de remonter de manière autonome. Ce sont des petits robots et qui, pendant leur cycle de montée et de descente, collectent des données de température, de salinité, ou voire encore d'autres paramètres, et qui, revenus en surface, les transmettent à des satellites, ce qui permet ensuite de les combiner, de les collationner. Alors, ça, c'est remarquable par la technologie, c'est remarquable aussi par la coopération internationale qui sous-tend ces opérations. La France et plusieurs instituts français dont le CHOM y participent, mais il y a bien d'autres pays, bien entendu, qui en sont partenaires. Et quand je parlais d'évolution technologique, vous avez à droite de cette planche des outils que l'on utilisait au XIXe siècle pour mesurer, essayer de mesurer par grande profondeur la température de l'océan. Puisque c'est une question qui n'a pas attendu des problématiques d'acoustique sous-marine pour intéresser les savants, les océanographes, et qui en particulier, ils voyaient à juste titre une des clés de la compréhension des mouvements et des courants océaniques. Donc, voilà. Bon, quelques mots pour conclure sur maintenant le CHOM aujourd'hui. Quels sont ses moyens? Vous avez bien compris que l'évolution des techniques n'a pas permis, et finalement c'est sans doute heureux, n'a pas permis de se passer de navires. On ne peut pas faire d'hydrographie et d'océanographie si on n'a pas des bateaux. Bien entendu, ces navires n'ont plus grand-chose avec la frégate et la recherche et l'espérance que notre Casto avait dans sa recherche de la Pérouse. On est sur des bâtiments qui sont équipés des sourdeurs multifaisceaux, des GPS, des systèmes de traitement informatique que l'on peut imaginer. Donc là, vous avez l'ensemble des moyens auxquels le CHOM a accès, des navires de la Marine nationale, des bâtiments de la Marine nationale, et aussi, chose extrêmement intéressante, un bâtiment, le pourquoi pas, qui est partagé avec l'Ifremer et qui donne accès à des capacités lourdes très, très intéressantes. Tout à droite, vous avez un petit baliseur du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, mais qui est utilisé également par le CHOM pour faire des sondages hydrographiques et qui a été équipé d'un sondeur multifaisceau. Alors, il faut des navires, mais on n'a pas que les navires maintenant. De plus en plus, on utilise, que ce soit pour de la cartographie, pour mesurer le niveau de la mer, on utilise des satellites. Alors, le CHOM n'a pas de satellites en propre, il utilise les satellites scientifiques qui sont lancés, que ce soit dans le cadre des programmes européens. Il y a un programme européen qui s'appelle Sentinelle, qui est extrêmement important et qui donne des mesures et des capteurs tout à fait intéressantes pour l'océanographie. Mais vous avez aussi des programmes américains et d'autres programmes en coopération. En particulier, le suivi au niveau global de l'évolution du niveau des mers est maintenant très bien documenté par ce qu'on appelle des satellites altimétriques, qui, à partir de radars, mesurent très précisément le niveau de la mer et qui suivi qu'on assure depuis maintenant une trentaine d'années, depuis le début des années 90, grâce à ces satellites. Et puis se développe, et vont se développer de plus en plus, l'usage de drones sous-marins permettant d'aller par plus grande profondeur, obtenir des informations, y compris par sondage acoustique, de meilleure qualité, ou d'aller faire des prélèvements, et de le faire de manière autonome, c'est-à-dire avec une capacité éventuellement à travailler dans des zones côtières sur de plus longues durées, une capacité à travailler à plusieurs, ce qui peut permettre de démultiplier les moyens utilisés par les hydrographes pour exécuter leur relevé. Et puis, voilà, non pas nécessairement dernière technologie arrivée, mais technologie qui maintenant est devenue très opérationnelle au CHOM, et qui fait un peu démentir. Je disais tout à l'heure que pour mesurer la profondeur de l'eau, il fallait y aller en bateau. Là, il y a une petite exception, c'est quand vous êtes en zone côtière, l'eau est très claire, ce qui suppose que la surface de l'eau n'est pas trop agitée,
vous pouvez utiliser un laser qui va pénétrer l'eau de mer, atteindre le fond et revenir, et vous donner ainsi une mesure de la profondeur. Et c'est une méthode que maintenant le CHOM maîtrise très bien, qu'il a appliquée sur pratiquement la totalité des côtes de France et des départements d'outre-mer, et qui donne aussi des relevés dans des zones très côtières qui sont sinon extrêmement difficiles à atteindre par des moyens nautiques, parce que ce sont des zones dans lesquelles il peut y avoir des déferlements et des zones dans lesquelles, par définition, il peut rester de nombreux dangers dont on n'a pas forcément toute la connaissance. Donc maintenant, nous avons aussi des hydrographes du ciel, des hydrographes embarqués sur des avions. Alors, le CHOM n'a pas d'avion, hein, il loue les avions et les instruments, mais par contre, il met en œuvre complètement maîtrise complètement la mise en œuvre de ces techniques. Voilà, ce panorama forcément très va clore ce panorama qui ne peut pas être complètement précis, avec une citation, un autographe que j'aime beaucoup là, de Jean Bourgoin, qui était un ancien qui a été directeur du CHOM, et qui place bien l'hydrographie, je dirais, au carrefour de l'aventure de la découverte géographique, mais aussi de l'aventure technologique ou scientifique. Et c'est cette combinaison qui, je pense, continue à faire, comme au temps de Beautemps-Beaupré, comme au moment de la création du dépôt des cartes et plans, tout l'intérêt de l'activité d'hydrographe. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'ingénieur général, cher Bruno, pour cette fresque historique et puis qui nous mène, c'est le but d'ailleurs de l'histoire, d'éclairer le présent mais nous projeter vers l'avenir. On voit à quel point, là encore, je dirais, vous êtes passé d'une dimension presque linéaire à une voire une quadridimensionnalité. On voit à quel point on a de plus en plus besoin de connaître ces paramètres. Je pense aussi, on en avait parlé il y a quelque temps, à quel point on parle beaucoup de montée des eaux. Il y a beaucoup de questions. On voit à quel point, face à l'érosion marine, qui est un sujet très conséquent dont on va parler de plus en plus, souvent on se protège depuis la terre, mais en fait, la clé de l'érosion marine, c'est de savoir ce qui se passe en mer. C'est souvent de connaître les courants. Donc, c'est vrai que là aussi, il y a toutes ces études courantologiques, c'est dire à quel point vous risquez d'être de plus en plus sollicité. On en avait parlé ensemble. Il y a des régions de France, même très stratégiques, où on n'a pas réévalué, réétudié les courants depuis très longtemps. Et donc, ça ne nous permet pas de lutter efficacement contre cette montée des eaux qui impacte les populations. Alors, il y a beaucoup de questions. Je ne pourrais pas, malheureusement, dans l'ordre du temps, peut-être toutes vous les servir, mais elles sont toutes très belles. Une première question. Avec l'arrivée des nouvelles technologies, que vont devenir nos phares ? Bon, c'est une question à poser au service des phares et balises. C'est une question qui fait l'objet d'une analyse qui est conduite en ce moment par la direction des affaires maritimes. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait dans le champ d'action du CHOM, même si le CHOM y est associé. Quand j'étais directeur général du CHOM, j'étais aussi président de la commission des phares. Et donc, une analyse stratégique a été lancée. Il y a un élément qui apparaît clairement, c'est la nécessité de disposer d'une redondance en cas de perturbation ou d'indisponibilité des systèmes de navigation qu'on utilise tous maintenant, comme le GPS. Je pense que les auditeurs ont sans doute déjà entendu parler du fait qu'il arrivait dans certaines zones que le GPS soit, pour des raisons, soit perturbé, ou ne soit plus fiable. Et pas pour des raisons techniques, mais parce qu'il y a du brouillage. Je crois que l'époque qu'on vit montre qu'on a besoin de prendre des réassurances, hein, et donc la capacité à assurer la sécurité d'atterrissage des navires en cas soit d'indisponibilité du système GPS, soit en cas d'avarie complète des moyens de navigation du navire,
quelque chose qui paraît être une nécessité. Donc là, il y a la réflexion stratégique là, qui s'élabore sur ce sujet-là, elle prend en compte de manière importante ce paramètre. Merci beaucoup. Alors, une question qui est un petit peu technique mais très intéressante, j'imagine. Y a-t-il des zones d'anomalies magnétiques en mer? Et si oui, comment? Alors, les anomalies, le magnétisme, effectivement, il n'est pas régulier sur la surface du globe. Il y a deux sources d'anomalies magnétiques en mer. Il y a des anomalies magnétiques, je dirais, à caractère naturel, qui sont liées au fait que, en particulier dans les zones rocheuses, les roches qui constituent le substrat, le fond des mers, peut présenter des propriétés magnétiques différentes, qui s'inversent en fait. C'est lié tout simplement à la manière dont se constituent les fonds océaniques. Vous savez peut-être que les fonds océaniques se constituent à partir des rides qui sont au milieu des océans. J'ai parlé de la ride médio-atlantique. Et au niveau de ces rides se constituent progressivement, à partir du magma provenant du manteau, se constituent les roches. Et ces roches, en se solidifiant, acquièrent l'orientation magnétique du champ magnétique au moment où elles se solidifient. Et comme au cours des âges géologiques, le champ magnétique terrestre s'est inversé, on obtient des bandes qui peuvent être alternées. Et donc, c'est la raison pour laquelle on peut avoir, mais ce sont des variations extrêmement faibles qui peuvent être détectées par des instruments très précis. Elles ne vont pas perturber la boussole. Et pour l'histoire des sciences, c'est intéressant de savoir que c'est même ces anomalies magnétiques qui ont permis de fournir un des éléments fondamentaux dans la constitution de la théorie de la dérive des continents, ou de la théorie des plaques. Et puis, il y a une deuxième source d'anomalies magnétiques, c'est les épaves métalliques, les épaves en fer, qui peuvent être au fond des mers. Et là aussi, c'est une des techniques de recherche d'épaves, c'est d'utiliser des instruments très fins de détection du magnétisme, qu'on appelle des magnétomètres, pour relever ces anomalies magnétiques et ainsi détecter des épaves. Beaucoup de questions, je vais essayer de les grouper. Il y a toute une batterie de questions qui gravitent autour de l'aspect montée des eaux. Est-ce que le CHUM mesure la montée des eaux? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est? Je groupe les questions en package sur le plan de la montée des eaux. Où en est-on? Est-ce que c'est exponentiel, etc., etc. Comme je disais, le CHUM mesure la marée, et en mesurant la marée, il mesure le niveau moyen, et donc il est amené à mesurer l'évolution du niveau moyen. Et d'ailleurs, il a même, sur certains de ses marégraphes, il a installé des récepteurs GPS extrêmement précis pour être capable de faire la part des choses, parce que lorsque vous avez une évolution du niveau marin par rapport à votre observatoire de marée, il faut savoir si c'est l'eau qui monte ou si c'est la terre qui bouge. Parce qu'il faut aussi, parce qu'il y a des zones dans lesquelles le continent bouge. Par exemple, en Scandinavie, la mer baisse. La mer baisse parce que la Scandinavie remonte après s'être libérée il y a quelques dizaines de milliers d'années de ces masses glaciaires. La tendance qui est observée, je crois qu'elle est. Enfin, c'est des tendances qu'il faut apprécier au niveau mondial. Mais au niveau mondial, c'est de l'ordre de 3 mm par an. Merci. Autre question, est-ce que les besoins de la Marine nationale pour la navigation sous-marine amènent le CHUM à lui réserver des informations de relevé des profondeurs? Oui. En lien secret avec la Marine nationale, en d'autres. Oui. Je réponds simplement oui. Voilà, bon, c'est une réponse. Oui, ça constitue effectivement les travaux pour les forces sous-marines représentent un volet important d'activité pour le CHUM. On voit bien aussi, autre question, que sous l'effet des émissions de CO2, il y a, dit-on, une acidification des océans. Est-ce que cette acidification des océans ne dissémine pas plus rapidement les sons et pose des problèmes sur l'observation des océans et poserait des problèmes même aux sous-mariniers pour traquer des sous-marins qui seraient devant? C'est-à-dire, est-ce que le monde du silence ne serait plus le monde du silence, en d'autres termes? Oui, non, non, pas de manière mesurable.
Autre question, dans quelle mesure le développement des paquebots à vapeur, vous avez peut-être répondu en partie, le développement des paquebots ou autres grands engins flottants a une influence sur la manière de mettre en œuvre les calculs des données hydrographiques? Vous parliez un peu des mastodontes, qu'en est-il? Oui, ben les mastodontes, c'est d'abord des navires de commerce. Hein. C'est les porte-containers, à la fois par leur tirant d'eau et leur grande dimension. Hein. Et ça, 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 ça se traduit par le fait que sur un certain nombre de voies de navigation et d'approche de port, ce qu'on appelle le pied de pilote, c'est-à-dire la marge qu'il y a entre la quille du bateau et le fond marin, a tendance à se réduire. Et ce qui oblige à ce moment-là à assurer avec la plus grande précision la mesure de profondeur. Donc les conséquences, c'est que ça conduit en particulier les ports à renouveler très souvent leur sondage hydrographique, puisque l'hydrographie dans les ports est de la responsabilité des ports. Mais il y a certains endroits comme le Pas-de-Calais où on commence à avoir des tirs d'eau qui sont pas très loin du fond. Et donc, ça oblige effectivement à renouveler et à avoir des sondages de grande précision. Peut-être deux dernières questions. Il est presque l'heure, mais on va peut-être terminer simplement à 19h35 parce qu'on a commencé un petit peu en retard. Une question intéressante, est-ce qu'on connaît la profondeur des fonds sous la banquise? Ah. Ben, malheureusement, la carte de densité de connaissance des fonds que je vous présentais, c'était une projection de Mercator, donc on ne voyait pas bien sous l'Arctique. Ben, sous la banquise, on ne la connaît que si on y a été, quoi. Donc, voilà. Et à part les sous-marins, il n'y a pas beaucoup de moyens d'aller naviguer sous la banquise. Donc, dernière question, est-ce que les dunes sous-marines mouvantes que vous avez illustrées, est-ce qu'elles peuvent impacter l'éolien en mer? ben, c'est une. Oui, enfin, il faut en tenir compte dans l'éolien en mer. Et de même qu'on se rend compte, mais ça on le sait, hein, c'est pas une surprise, qu'une éolienne posée en mer induit elle-même aussi des modifications très localement, va introduire une modification du relief sous-marin. Une dernière question, est-ce que vous avez la gentillesse de répondre rapidement? On dit que la mer couvre à peu près 72% de la surface du globe. On a vu de nos yeux vus à travers les robes, les robots télécommandés, etc., quel pourcentage de la mer? Ah, ah ben alors ça dépend de ce qu'on appelle voir, mais j'ai mentionné tout à l'heure le fait que les services hydrographiques, les institutions océanographiques essayaient de se coordonner pour développer justement la connaissance de l'océan. Et simplement sur le critère de la profondeur, de la connaissance des profondeurs, on a défini ce que serait un niveau de connaissance raisonnable en matière de densité d'information, etc., en fonction de la profondeur. Et à l'aune de ce critère, on estime que l'on connaît, sur la question de profondeur, un peu plus de 6% des fonds océaniques. C'est-à-dire qu'on connaît la profondeur de l'ensemble des océans avec une densité, une résolution raisonnable. Alors on n'en connaît que 6%. Donc, il y a encore du travail à faire. Pour mémoire, sur Mars, c'est 100%. On connaît 100% de la topographie de Mars. Donc là, vous développez un programme pour le 22e siècle, quasiment, où ouvrent les choses. Alors, non, c'est un programme qui se développe qui vise l'horizon 2030. Alors, il y a beaucoup de questions qui posent la question, est-ce que vous auriez un livre ou deux à nous recommander? Je citerai deux ouvrages. Un, d'abord, la thèse d'Olivier Chapuis, puis vous allez bien sûr compléter, monsieur l'ingénieur général, la thèse d'Olivier Chapuis sur Beautemps-Beaupré. Et dans le cadre du CETMER, on avait monté, il y a une vingtaine d'années maintenant, ça passe vite, dans les 5 colloques internationaux de la maison. On avait fait un colloque en partenariat avec le CHOM et avec l'IFROMER sur Sous la mer, le 6e continent. C'était 3 journées. Une première journée, c'était l'imaginaire généré par le fond des mers, et c'est pas triste, il y a beaucoup de fantaisie. Une seconde journée, c'était l'histoire de la pénétration de l'humain dans les océans. Et la troisième journée, il y a eu Jean d'Hercourt, etc., sur les grandes découvertes océanographiques et hydrographiques d'aujourd'hui. Donc il y a ces ouvrages. Et puis, monsieur l'ingénieur général, peut-être que vous avez 2 ou 3 ouvrages à nous suggérer pour, en cette période de confinement, que l'on pourrait commander pour approfondir cette intervention anniversaire. Je peux peut-être simplement compléter. Il me semble que la thèse d'Olivier Chapuis, qui est vraiment extrêmement intéressante sur les sujets de la naissance de l'hydrographie, a été éditée sous le titre « À la mer comme au ciel ».
Alors, je ne sais pas si c'est la Sorbonne, près de l'université de Paris 4 c'est Sorbonne. ça. Oui, c'est ça. Oui. Non. Je ne sais pas si c'est pas épuisé. Non, des ouvrages. Enfin, non, j'en ai pas qui me viennent sous la main. Je vous renvoie là, éventuellement, on pourra essayer de remettre le lien sur le site, à la petite vidéo qui a été faite sur la reconstitution d'un sondage au début du 19e siècle et qui est vraiment extrêmement fidèle, hein, qui a été construit dans les partenariats. J'ai oublié de citer Madame Delumeau de l'École navale, hein, qui a été la conseillère scientifique de cette affaire-là, et bon, qui montre bien comment les choses pouvaient se passer. Alors, un tout petit mot peut-être, encore une fois, Riblier va vous remercier en nom de l'ensemble, en quelque sorte, de notre association. Je voudrais simplement souhaiter aux uns et aux autres, eh bien, écoutez, vous dire à quel point on était heureux de vous retrouver, vous dire qu'avec Audrey Blier, on va bientôt se rencontrer, on verra si c'est en présentiel ou en distanciel, pour vous concocter un très beau programme pour la prochaine année universitaire. On regrette beaucoup d'avoir dû annuler, malheureusement, un certain nombre. On n'était pas encore suffisamment opérationnel pour faire du distanciel, je dirais, dans la première période. On a beaucoup regretté notamment l'absence de l'amiral Édouard Guillot, ancien chef d'état-major des armées, mais tout ça, nous allons le reprogrammer. Nous allons vous faire un très beau programme, c'est promis, pour la prochaine année universitaire. Avant de passer la parole à Audrey Blier pour vous remercier et vous donner un mot d'envoi, je voudrais vraiment vous renouveler tous mes remerciements, remercier tout particulièrement encore Cécile Baudouin, à vous, monsieur l'ingénieur général, de vous êtes prêté à cet exercice particulier après 15 ans de Mardi de la Mer. Il était temps que nous passions à ce mode aussi d'échange, en tous les cas, et c'est très important en cette période. Et puis dire à chacun d'entre vous, prenez vraiment soin de vous, en espérant que chacun de vous et vos proches vous portez bien. Un très grand merci, bonne soirée. Et bien sûr, comme toujours, comme à chaque fois, eh bien, la parole, le mot de conclusion, donc à Audrey Blier, président de l'Institut français de la mer. Eh bien, il nous manque réellement quelque chose, c'est de pouvoir vous applaudir physiquement et tous ensemble. Merci de nous avoir montré cette course permanente entre l'évolution des techniques et l'évolution du besoin de connaissances. Le CHUM n'a visiblement pas fini de chercher, d'évoluer, d'utiliser de toutes les nouvelles technologies émergentes. L'hydrographie a vraiment un parfum d'aventure. Un très, très grand merci, Bruno Frachon, pour ce Mardi de la Mer, ce premier Mardi de la Mer en rediffusion mondiale, puisque Christian nous disait, puisque vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait même des auditeurs aux États-Unis. Un très, très grand merci, un très grand bravo pour cette soirée. Au revoir. Merci. Merci encore.